Enregistrement. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire Discours.net. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jaircio da Silva, qui a fait une recherche autour de la circulation sur le web de la question de l'intersectionnalité. Il a soutenu sa thèse en 2021. Il est actuellement post-doctorant et chercheur rattaché au charisme. Et donc, je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il nous présente son travail et ses recherches autour de cette circulation à bas bruit. Merci beaucoup, Christine. Merci, Johan et à Marc pour l'invitation au séminaire. Je suis vraiment content de partager avec vous, de discuter. En tout cas, je pensais beaucoup plus dans une dimension de discussion que de présentation. Donc, n'hésite pas à n'importe quel moment à poser des questions, ou même à la fin, on aura le temps de discussion. Mais ça peut être aussi dans les deux sens, la discussion. Donc, c'est comme Christine a précisé, ça fait partie justement d'une recherche que j'ai menée pendant 5 ans pour ma thèse en information communication. Thèse qui, donc, j'ai réalisée au Charisme sous la direction de Cécile Méadel. Euh, Au départ, j'ai commencé par mon mémoire de recherche en Master 2. À ces moments-là, en fait, j'étais confronté au fait de trouver un sujet pour un mémoire, comme la plupart de nos étudiants, qui arrivent à un moment où ils sont contraints à choisir un sujet pour son mémoire. Donc, je commence à faire des recherches un peu sur Google, sur YouTube, sur le féminisme, le genre, d'une manière assez large à ces moments-là. Et donc, je tombe sur une vidéo de Clem de Keol The Snapshot, qui est une chaîne YouTube, où elle expliquait l'intersectionnalité, l'afroféminisme, les questions d'afroféminisme d'un point de vue français. Et donc, à ces moments-là, j'ai découvert quelque chose qui, jusqu'au-là, m'échappait complètement pour plusieurs raisons, dont mon parcours personnel, mais aussi au parcours académique. Et à partir de Clem, je découvre donc 6 autres chaînes YouTube des afroféministes, de femmes qui s'y revendiquent afroféministes et qui portent donc ces discours intersectionnels sur la plateforme YouTube. C'est important de préciser pour moi toujours que je commençais par ce mémoire-là parce qu'il m'apporte d'entrée donc pour sur ces terrains ces 6 personnes. Les trois en haut, qui est Clem, Elawan et Alma, j'ai pu les rencontrer dans le cadre d'un entretien. Et donc, c'est à partir de ces personnes-là que je rentre sur le terrain et que je commence donc à me familiariser avec le terme intersectionnalité, afroféminisme dans le contexte français, etc. J'aime bien préciser aussi qu'à ces moments-là, c'est un moment où il y a des œuvres audiovisuelles qui émergent un peu dans le contexte français, qui vont aborder cette question de l'intersectionnalité sur le prisme de l'afroféminisme. On a Marianne Noire de Mum Fatou Niang en 2016, pardon. Après, il y a Trop noir pour être française de Isabelle Bonne-Clavière. Et le film qui est le plus connu des trois, c'est celui de Amandine Gay, qui est Ouvrir la voie, qui a été, euh, qui a été lancé en 2017. J'aime bien préciser parce que je pense que ces films-là, d'une manière ou d'autre, ils ont nourri, je pense, beaucoup les discussions, en tout cas dans ces espaces médiatiques à ces moments-là où je rentre sur le terrain. C'était un moment, un contexte bien précis où on commence déjà à produire des choses très abouties, complexes, des projets sur l'intersectionnalité, comme on peut voir dans ces 3 films. Après, il y a un moment plus médiatique, plus visible de l'intersectionnalité, on va en revenir, mais avec publication de livres, de discussions dans la presse, etc. Donc ça, c'est mon entrée sur le terrain. Donc à partir de ces 6 afroféministes sur YouTube, là, c'était vraiment un discours politique, l'afroféminisme, sur une plateforme YouTube. Donc très circonscrit comme terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai rencontré que 6 personnes, parce que ces moments-là, elles étaient pas très nombreuses. Mais j'ai décidé donc de suivre ces 6 youtubeuses dans ces déambulations en fait sur les différentes pages, comptes, sur leur blog, Twitter, Instagram, Facebook. Donc un peu élargir et aussi à partir de l'entretien, de leur poser des questions, d'écouter les références, de suivre vraiment leur réseau
Et c'est en suivant ces 6 youtubeuses qui j'ai identifié pour mon projet de thèse 33 individus. Ce sont la plupart des individus, mais il y a quand même des petits collectifs, de petits groupes qui s'y structurent, euh, qui, d'une manière ou d'autre, revendiquent donc l'intersectionnalité et eux, ce qui est important pour moi, ont créé, ont fabriqué, ont produit un objet médiatique, que ce soit un YouTube, un podcast, un blog, un compte Instagram, qui porte donc une vision, une interprétation, une compréhension du terme intersectionnalité. C'est important parce que si on tape intersectionnalité sur n'importe quel moteur de recherche sur les plateformes, on va tomber sur des centaines, par exemple, des milliers de tweets qui contiennent le mot intersectionnalité. Et donc, j'ai décidé de analyser plus spécifiquement des comptes, des profils qui portent dans le long terme une vision intersectionnelle dans la manière où ils produisent du contenu. Donc, ce n'est pas uniquement parler de l'intersectionnalité, mais c'est avoir un podcast. Je vais vous montrer après, ça va peut-être devenir un peu plus visuel, clair, comme Extimité, qui intervient, qui va pardon, qui invite des personnes à intervenir et qui, dans les discussions, vont toujours aborder à un moment ou à un autre cette question-là. Mais ce n'est pas uniquement, donc c'est plus dans la durée, justement, dans la production de contenu, qu'uniquement parler de l'intersectionnalité parce que c'est devenu un débat politico-médiatique. Donc, je fais un tweet ici, un autre là, et après, je passe à autre chose. Non, c'est avoir un compte, un profil. euh, qui est dédié justement à un contenu sur un angle sur une démarche, on pourrait dire, intersectionnelle. Alors, ces 33 individus, ils entretiennent 189 pages, comptes et profils en fait sur les plateformes. Et là, sur les plateformes telles que Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, WordPress. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui, moi, j'ai anticipé, mais c'est d'ailleurs un des résultats hein, de la recherche, c'est que ces personnes-là, elles ont un profil, elles ont un usage des réseaux sociaux qui est multiplateforme, c'est-à-dire pour étudier la circulation d'un concept comme l'intersectionnalité, se restreint à une seule plateforme, comme j'ai fait pour mon mémoire, par exemple, sur YouTube, signifie perdre justement toute cette dimension de circulation sur une pluralité justement de formats et d'espaces. Donc, en suivant ces 6 YouTubeuses, au départ, j'arrive à 33 individus au petit groupe, eux qui entretiennent ces 189 espaces. Donc, euh, c'est important aussi de préciser que pour moi, l'intersectionnalité, elle n'était pas mon outil d'analyse, elle n'était pas un outil méthodologique, elle n'était pas mon cadre théorique. L'intersectionnalité était donc pour moi mon objet de recherche. Et donc, euh, à aucun moment, c'est moi qui dis ces personnes-là, c'est qu'elles font, c'est de l'intersectionnalité, ou ce sont des personnes intersectionnelles. Je n'analyse pas leur profil et leur aspect identitaire en disant, voilà, cette personne-là, elle peut faire partie du corpus parce que je pourrais dire qu'elle est intersectionnelle, parce que femme, noire, musulmane, LGBT, etc. Mais c'est justement prendre l'intersectionnalité comme objet. Et donc, mon critère numéro un pour la constitution de l'objet et de terrain, c'était de dire les acteurs eux-mêmes, ils doivent revendiquer l'intersectionnalité ou s'y présenter comme étant à l'intersection de plusieurs rapports de discrimination. Donc, ce n'est jamais moi qui a décidé de ce qui est intersectionnel ou ne l'est pas, mais c'est toujours les acteurs eux-mêmes qui doivent, à un moment ou un autre, parler d'intersectionnalité et revendiquer le concept. Le deuxième critère, comme je vous ai dit, c'était de construire, de formaliser un objet médiatique et numérique pour aborder ces questions-là. Et le troisième, qui n'est pas si anecdotique que ça, est la question de circonscrire dans un contexte historique et géographique. Et donc, à ces moments-là, j'ai décidé d'analyser uniquement les comptes et profils qui sont en français et en France. Parce que en prenant qu'est le français, vous en doutez bien, j'aurais pu y aller plus loin avec la Suisse, le Canada, une bonne partie de l'Afrique, la Belgique, etc. Mais
pour analyser la circulation d'un terme comme l'intersectionnalité, le contexte devient quelque chose de essentiel parce que être intersectionnel avec des guillemets, hein, en France, ce n'est pas la même chose, d'où à l'histoire et aux questions d'histoire, justement, de passé, etc., qu'au Canada, qu'en Afrique, qu'au Brésil, etc. Donc, je me suis trouvé dans voilà, presque dans une obligation de circonscrit pour ne pas mélanger des choses et ne pas penser que tous les contextes ou toutes les histoires s'équivaut et donc de donner justement au contexte français, francophone, mais français, dans ces premiers temps, donc de consacrer mon analyse au contexte franco-français. Alors, en mettant ces trois critères, j'étais prêt à rencontrer n'importe qui revendique l'intersectionnalité, qui construit un objet numérique et qui le fait en France et en français. Donc cela veut dire que ça aurait pu être un homme hétérosexuel, blanc, qu'on considère comme blanc, etc. Comme ça peut être une personne euh, une femme noire, comme on a vu pour les afroféministes sur YouTube, qui vont se revendiquer, par exemple, comme queer, etc. Donc, en mettant ces critères-là, c'est vraiment voir la circulation d'un terme et sa traduction dans un contexte français, en donnant la possibilité de rencontrer plus largement, justement éclater au niveau de plateforme, c'est-à-dire peu importe la plateforme, peu importe le format, mais aussi peu importe l'acteur en soi qui construit ce contenu-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rencontré ces 33 personnes et qui entretiennent ces 180 espaces. La plupart d'entre eux sont, comme vous voyez dans le tableau récapitulatif sur Twitter, il y a quand même une bonne partie qui est sur Instagram, après Facebook, Linktree, YouTube, WordPress, SoundCloud, et qui ont aussi des newsletters, Tumblr, etc. Ce qui fait que attendez, voilà, donc ça, c'était mon objet de recherche. Pour analyser cet objet de recherche, donc, j'ai construit une méthodologie. Cette méthodologie, elle va mobiliser l'aspect d'une démarche ethnographique en ligne. Ça s'inscrit dans une démarche ethnographique en ligne, déjà parce qu'il y a des entretiens, il y a une observation participante de longue durée, il y a la création d'un corpus empirique qui va être analysé par la suite, mais aussi parce que je m'inscris dans cette démarche ethnographique pour justement faire une restitution de terrain d'une manière plus monographique, une description qui est plus située et qui donc ne cherche pas à être encyclopédique, c'est-à-dire ce n'est pas un savoir encyclopédique que j'essaye de faire avec ma thèse, mais plutôt une restitution d'une enquête de terrain ethnographique. Mais aussi, et j'ai croisé avec cette démarche ethnographique un usage en fait, des outils numériques pour faciliter justement la délimitation du terrain, pour faciliter la constitution de corpus. Et donc là, pour analyser justement des données qui sont strictement ou nativement numériques, donc je fais appel à des outils comme YouTube Data Tools, comme Hive. Pendant la présentation, je vous montrerai l'usage de ces outils-là. Donc, on pourrait donc qualifier d'une manière large, mais de digital method, c'est-à-dire on traite des corpus numériques avec des outils numériques. Mon corpus, qui est un corpus, donc je vous ai dit empirique, il est constitué du texte, donc de présentation et tous les aspects quantitatifs de ces 180 espaces, comptes et profils. Je menais 23 entretiens avec 25 acteurs du terrain. Et ensuite, il y a des annotations en fait dans un journal, dans un cahier, comme voilà, comme dans des démarches ethnographiques, des annotations personnelles, des observations qui ont été faites en ligne, mais aussi hors ligne, dont des ateliers, workshops, lancement de livres, etc. Donc pendant 3 ans. Et ensuite, une analyse de contenu qui va être accessoire dans le sens où elle vient justement soit illustrer, soit appuyer des réflexions qui sont issues des entretiens, des observations qui ont été faites pendant 4 ans. Pour mon cadre théorique, donc voilà, je suis inscrit donc en sciences information et communication. Je pars
du cas théorique qui a été posé par Grandjean et Cardon et Grandjean hein, sur le médiactivisme, et plus particulièrement sur le médiactivisme expressiviste. Je prends aussi, dans le cas théorique, les questions sur la plateformisation. Alors, la plateformisation, elle était quand même très étudiée par son aspect commercial, par son aspect même informatique, par son aspect d'économie, de point de vue d'économie de matériel. Par exemple, je pense aux travaux de Antonio Casilli sur le travail, les travailleurs du clic, etc. Moi, ce qui m'intéressait avec ces termes de plateformisation, c'est de comprendre comment l'action collective, comment on s'organise collectivement en utilisant de plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Pour ça, il y a les travaux justement de Zineb Toufeki sur les mobilisations de terrain qu'elle a pu accompagner en Chine, aux États-Unis, en Égypte, en Turquie, etc. Donc, elle parle justement de cet usage des plateformes pour créer ou construire une cause collective. Et d'une manière plus large, les outils de la sociologie des usages. Et là, justement, parce que mon rapport à ce terrain-là, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas concerné par les questions que j'étudie. Et donc, il y a une manière, justement, dans le cadre théorique, de se positionner vis-à-vis de ce terrain-là. C'était d'analyser, pas leur discours, c'était pas d'analyser le discours dans le sens faire une analyse politique de ce qu'elles disent en termes de construction de causes collectives. Ce n'était pas une analyse de ce personne-là en tant qu'individu, ce n'était pas une analyse de leur trajectoire individuelle, personnelle, dans le temps, etc. Mais la sociologie des usages m'a permis de analyser cette circulation d'un terme et sa traduction par la pratique de ces acteurs-là, et donc la manière dont il s'en sert des outils numériques, des plateformes, des dispositifs numériques. Donc, pour moi, la sociologie, c'était ces cadres un peu plus larges pour suivre ces acteurs, pour analyser leurs pratiques, pour avoir par exemple, pour donner justement aux acteurs une place centrale dans cette thèse, dans le sens où je considère les acteurs du terrain comme lucides et donc capables d'expliquer, capables de dégager les axes et l'analyse même du travail de la thèse. Donc, cette manière de construire le cas théorique à partir de la sociologie des usages et une frontière peut-être proche avec la sociologie de la traduction, c'était aussi une manière de dire, de créer justement une relation avec les acteurs du terrain en disant je ne vous analyse pas ce que vous construisez en termes de discours politique, mais j'analyse ça à partir de vos usages, de votre pratique sur les outils numériques. Et donc, pour répondre à une seule question, ce que je cherchais pour comprendre cette circulation et cette traduction de l'intersectionnalité, c'était justement de dire de quelle façon une cause, là en l'occurrence la cause intersectionnelle, elle se construit sous et grâce aux plateformes numériques. Donc, je vous ai dit, j'ai 33 acteurs, 189 spaces. Je me suis retrouvé justement à, à ma première année de terrain à me demander comment je vais catégoriser ça, comment je peux organiser ce terrain-là, comment je peux circuler sur ces espaces. Parce que finalement, chaque acteur, il entretient entre une moyenne de 6,5 pages, compte et profil. Donc, si je fais une entrée par plateforme, il n'y a pas tous les acteurs qui sont présents sur les différentes plateformes. Si je fais une entrée par format, par exemple vidéo, audio, texte, c'était aussi compliqué parce qu'il y a des acteurs qui ne sont pas présents dans tous ces formats-là. Et donc, mon entrée, c'était encore une fois par les acteurs en regardant pour organiser ces espaces-là autour des personnes qui les entretiennent et qui produisent du contenu pour ces espaces-là. Donc, on a une moyenne de 6,5 comptes, pages et profils qui sont entretenus par un individu, un binôme ou un petit groupe de personnes.
Donc, très clairement, ça veut dire que une chaîne YouTube peut être aussi un podcast, comme peut être une newsletter, comme peut se transformer en compte Twitter et compte Instagram. Donc, ce qui est intéressant dans ce terrain-là, c'est que c'est pas uniquement pour décliner le contenu dans un aspect où on décline le contenu pour gagner du temps ou pour valoriser quelque chose qui a été produit sur YouTube, mais c'est une idée aussi d'usage de chaque plateforme en respectant des caractéristiques de chaque plateforme, de manière justement de les utiliser. Donc, une vidéo qui est publiée sur YouTube, elle va dépasser les frontières de la plateforme très clairement pour devenir discussion pour devenir discussion pardon, sur Twitter ou sur Instagram. Comme une vidéo qui est publiée sur YouTube, elle peut être motivée par des discussions qui ont commencé dans des espaces publics comme Instagram, Twitter, etc., mais sur des espaces privés aussi, comme des messageries, comme des boîtes mail. Donc, les frontières entre ces plateformes, ces formats, si on regarde à partir d'une entrée par les acteurs, on voit justement ces brouillages de frontières et ces côtés multiplateformes qui est très important. Donc, c'est mobiliser ces différents espaces par les caractéristiques qu'ils sont propres et les faire justement convergir et travailler ensemble. Donc, j'étais confronté à comment je pourrais appeler justement ces objets médiatiques qui sont multiplateformes, qui sont créés, fabriqués, produits, entretenus par des individus majoritairement, mais par des petits groupes aussi. Des objets qui sont souvent, pour la plupart, euh, à bas bruit, c'est-à-dire c'est des objets à bas bruit parce que fabriqués, créés, entretenus par un individu, mais aussi parce que ça ne dépasse pas en termes quantitatifs des statistiques importantes. Donc, on va avoir un nombre d'abonnés, un nombre de likes, mon j'aime, ou un nombre de partages très faible. Et donc, qui fait que ce contenu-là, il reste quand même très circonscrit sur ces plateformes-là. Donc, j'étais confronté je rentre par les acteurs, j'essaye d'organiser le terrain et je me dis, mais comment je pourrais les appeler? Donc, je fais un peu un parcours par différentes manières en information communication qu'on peut catégoriser des objets médiatiques. Donc, d'abord, les médias alternatifs et les médias d'opposition. En fait, ces objets-là, ils sont à la fois présents dans ces manières de catégoriser des objets médiatiques, mais ils gardent quand même des spécificités. Donc, c'était difficile pour moi de écraser en tout cas le terrain en disant, voilà, je peux les appeler comme médias alternatifs. Ça serait en tout cas écraser beaucoup leurs particularités. Parce que, par exemple, pour les médias alternatifs, même pour les médias d'opposition, quand on pense à cette terminologie-là, il y a une idée aussi d'être alternatif ou en opposition à quelque chose. Et ces acteurs-là, ils ne veulent pas s'y construire en opposition à quelque chose, en tout cas leurs objets médiatiques en opposition à quelque chose, mais ils revendiquent justement le droit d'exister dans l'espace médiatique, sans faire référence, sans faire opposition à d'autres médias. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent substituer des médias existants, ce n'est pas parce qu'ils veulent être une alternative ou en opposition à ces médias-là, mais c'est qu'ils veulent créer ces objets pour parler de leur expérience personnelle, pour donner une compréhension de l'intersectionnalité ou des fois recadrer le débat politico-médiatique en apportant d'autres éléments, mais c'est construit en alternative à, en opposition à. Pour ces acteurs-là, la plupart du temps, ça revient à dire qu'ils prendraient quelque chose toujours comme considéré comme majoritaire, comme mainstream, comme le point de départ. Et dans leur construction identitaire, c'est toujours cette problématique-là, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas se construire en tant que minorité, en tant que groupe minoritaire, sans être vis-à-vis, sans devoir être en opposition ou en comparaison avec ce qui est considéré comme traditionnel, mainstream ou majoritaire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je ne sais pas si je me fais clair, mais c'est l'idée de est-ce que quand je ne suis pas blanc, est-ce que je peux me construire
sans être en opposition, ou sans être en tout cas tout le temps à faire référence à la blancheté. Est-ce qu'on ne peut pas créer un discours qui n'est pas, qui peut exister par soi-même sans être dans l'obligation d'être une alternative ou une opposition à quelque chose? Ensuite, il y a le terme média communautaire, mais ça reste quand même des individus et donc il y a très peu de processus collectif de création. C'est-à-dire, moi j'ai un podcast, je décide les gens que je vais, les personnes que j'invite, je décide le sujet que je vais aborder, je construis sa narrative, je fais le montage, je fais sa publication, je fais sa valorisation, je le mets en discussion sans que des processus collectifs soient nécessaires dans toutes ces étapes. Et donc, pour un média communautaire, en tout cas de la manière comme Susina, elle l'entend, la construction de contenu, la manière, la grille, la régularité, tout ça, c'est des questions qui sont décidées par un groupe de manière très collective. Et après, il y a une autre catégorie qui sont les automédias. Alors, les automédias, c'est quelque chose qui s'approche beaucoup à ce que ces individus-là font, mais aussi dans la manière comme il explique les automédias. Il y a une collaboration avec les médias traditionnels. Et ces individus-là, ils ne collaborent pas. Ils ont parfois même un refus très catégorique de collaborer avec des médias traditionnels au sens où chaînes de télévision, de radio, etc. Et donc, un autre média, il peut par exemple participer à une manifestation et envoyer des images, envoyer du contenu à des médias considérés comme mainstream traditionnels dans le sens plus large. Alors que les individus que j'ai étudiés, pour la plupart d'entre eux, il y a un refus justement de collaborer avec ces institutions médiatiques. Donc, ils rentrent dans ces catégories-là sans vraiment rentrer. Et donc, dans ma thèse, ce que je propose, c'est d'appeler ces individus-là, ou en tout cas les objets qu'ils construisent, des multi-micro-médias, dans le sens où ils sont majoritairement portés par des individus, ou en tout cas des petits groupes, qui vont fabriquer ces espaces médiatiques sur des plateformes, des formats différents. Donc, le côté multi-plateforme de ces objets médiatiques-là, mais aussi ils cherchent une autonomie qui a une autonomie par opposition de principe, hein, parce que là, on pourrait discuter tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut être justement autonome sur Facebook, sur YouTube, parce que la plateforme, elle quand même cadre beaucoup ce qui est visible, ce qui est publié, la manière, etc. Donc, mais ils cherchent une autonomie, en fait, par position de principe, qui vient d'une manière très claire par une opposition, en tout cas, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, l'usage de la publicité sur le contenu, par exemple. Donc, ça paraît comme une décision assez simple, mais à partir du moment qu'on produit un contenu sur YouTube et qu'on décide que ce contenu-là ne peut pas être mis en relation avec la publicité, YouTube entend que ce contenu-là, il n'est pas prioritaire et donc il ne monte pas en visibilité. Donc, réclamer cette autonomie vis-à-vis des règles du marché médiatique implique pour eux des indicateurs de performance très faibles et donc là, on revient sur le nombre d'abonnés, de vues, d'accès, qui reste justement très faible pour ces espaces médiatiques. Donc, pour faire référence à ces objets médiatiques, j'ai décidé de les appeler donc de multi-micromédias. Là, vous avez donc un tableau qui peut-être n'est pas très visible sur l'écran, mais qui reprend le multi-micromédia, les plateformes qu'il est présent, et du coup, si je fais ou pas des entretiens, et ensuite, qui sont les acteurs responsables par leur production. Donc, on pourrait par exemple Kif Taras, qui est un podcast qui est assez connu parce qu'il a été produit par Bing Jojo, mais Kif Taras a aussi un compte Instagram, un YouTube, un Twitter, un Facebook. Donc, il a 6 plateformes, comptes, profils derrière ces micro-multimédias qui est donc créé, fabriqué en tout cas par Rokhaya Diallo et Grizzly, qui d'ailleurs j'ai pu rencontrer tous les deux pour
Oui, je peux rencontrer tous les deux pour des entretiens. Donc, si on revient sur les 33 acteurs et les 189 espaces, on peut les organiser en 29 multimicromédias, donc des objets médiatiques qui sont multiplateformes, qui sont entretenus, produits par des individus ou des petits groupes et qui ont une recherche d'autonomie. Et cette recherche d'autonomie fait aussi qu'ils restent très faible, ou en tout cas avec des, euh, des indicateurs très faibles. Donc, si je fais, il y a certains qui sont assez connus comme Amandine Gay, qui est Miss, Mrs. Roots, Extimité. C'est des personnes qui sont assez connues dans le milieu afroféministe, le collectif Moissy. Mais il y a d'autres qui sont aussi très intéressants, comme par exemple Vénus Liuzzo, qui au moment où je faisais mon terrain et qu'on a fait l'entretien, était une travailleuse de sexe. Là, j'utilise le terme travailleuse de sexe parce que c'est la manière hein, comme elle s'est définie. On pourrait utiliser d'autres termes, donc travail du sexe slash prostitution, mais en tout cas, elle s'est revendiquée en tant que travailleuse de sexe et femme trans. Et il se trouve aussi qu'elle est des origines algériennes. Donc, elle abordait la question de l'intersectionnalité par un aspect beaucoup plus large que l'afroféminisme. Il y a aussi des femmes que j'ai pu rencontrer comme Femme Kachaeko qui sont en Guadeloupe et qui donc vont aborder cette question de l'intersectionnalité par un aspect décolonial, entier des îles. Euh, voilà, donc il y a un peu de profils différents. Il y a aussi des hommes, donc le compte Personnes racisées versus Grindr, qui a été créé par Miguel pardon, Chema, qui est donc un homme, mais qui va revendiquer, qui va parler de l'intersectionnalité par le fait qu'il se présente ou se revendique comme étant bisexuel et une personne noire. Euh, il y a aussi Extimité, qui est un compte qui a été créé par qui est un podcast à la base créé par Anthony Vincent et Dousty Bando, voilà, Anthony Vincent, et lui, il va aborder justement la question de l'intersectionnalité par aussi le fait qu'il soit gay et queer et noir. Et aussi, il y a à l'intersection, qui est un compte qui a été créé par Anas Daïf, qui, lui, il va parler d'intersectionnalité par l'aspect classe populaire, migration, donc du fait qu'il est d'origine marocaine, mais aussi par les questions de sexualité, parce qu'il s'y revendique donc comme étant une personne queer. Alors, toutes ces catégories, noir, queer, travail du sexe, etc., j'en ai conscience, c'est des catégories qui sont discutées, discutables, pour la plupart du temps généralisant, englobant, dire qu'une personne est noire ne dit pas grand-chose sur la personne parce que, voilà, une personne noire, une personne blanche, c'est-à-dire c'est des catégories qui sont très larges. On ne voit pas d'où elle vient, sa communauté, sa culture, sa nationalité, c'est-à-dire c'est des choses très larges, des manières de se présenter qui sont très larges. Par contre, c'est le vocabulaire qui est utilisé justement par les acteurs du terrain. Et donc, comme je vous ai dit, l'intersectionnalité pour moi est mon objet. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas dans ma thèse une discussion approfondie, en tout cas, sur ces termes-là. Je leur prends par la manière comme par exemple, que ce que ces personnes-là mettent derrière justement ces termes. Mais je ne refuse pas de les utiliser parce que c'est le vocabulaire du terrain. Donc, c'est le jargon, c'est la manière qu'ils utilisent pour se présenter. Après, on pourrait venir au moment des questions. Je les mobilise un peu comme ça, mais je voulais juste faire cette parenthèse qui, donc, quand je dis par exemple qu'Amandine Gay, c'est une femme noire, c'est la manière dont elle se présente sur ces espaces numériques ou quand elle prend la parole, c'est la manière dont, justement, elle s'y met en scène pour s'y présenter. Voilà. Donc ça, c'est la constitution du terrain et d'objets de recherche. Pour ce séminaire, je voulais vous montrer trois aspects de ma thèse qui, je pense, qui peuvent contribuer justement à une discussion aujourd'hui. Le premier, c'est se demander
avec quel objectif finalement l'intersectionnalité elle était créée et pourquoi ce terme elle est si performative de quelle est justement la signification de l'expression de quand on dit être, je suis intersectionnel, je suis une féministe intersectionnelle, qu'est-ce que cela justement veut dire pourquoi c'est problématique pour les personnes du terrain de parler de intersectionnalité comme un adjectif. Quelque chose est intersectionnel, moi je suis intersectionnel, un mouvement politique est intersectionnel. Donc pourquoi cela est problématique du point de vue de ces acteurs-là? Et si on a le temps, montrer justement cette idée d'une communauté d'action qui s'y met qui s'organise, qui s'y constitue par des pratiques solidaires qui sont en ligne et hors ligne. Donc, d'abord, pour le premier point, sur ce que l'intersectionnalité veut dire, euh, nous sommes, j'ai l'impression pour les personnes qui participent de séminaire, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire au moment de questions, mais quand on parle d'intersectionnalité, on va faire référence de manière systématique aux travaux de Kimberlé Crenshaw. Donc, Kimberlé Crenshaw, qui est cette juriste américaine qui, à la fin des années 80, au début des années 90, écrit un article scientifique dans une discipline universitaire qui est le droit pour euh, créer ce terme intersectionnalité. Donc, c'est à elle justement qu'on attribue la création du mot, la fabrication en tout cas de ce mot, de ce concept qui est l'intersectionnalité. Donc, cela nous donne un contexte très particulier, qui est un contexte américain, dans un cadre qui est un cadre académique et aussi dans une discipline qui est le droit. La manière comme Kimberly Crenshaw crée le terme intersectionnalité, c'est à partir de la jurisprudence, c'est à partir de, voilà, de la manière même dans le monde de droit, on produit des énoncés scientifiques. Donc, il faut avoir ça en conscience parce que c'est ça déjà, c'est peut-être sa première traduction, parce que quand il arrive en France, ces termes-là, en tout cas quand il arrive dans l'université française, il n'arrive pas par le droit, en tout cas aux premières années, à partir des années 2000. Sa traduction, elle est faite dans des études de genre et des études de genre en sciences humaines sociales. Et donc, il arrive déjà à ces moments-là comme un outil d'analyse en sciences humaines sociales, parce que le droit français, par rapport aux questions de discrimination, il avance, mais il avance très lentement, il avance beaucoup plus par les questions du genre qui par les questions de rapport de racisme et de classe. Donc, il y a quand même une difficulté dans le monde du droit à ces moments-là où le terme arrive en France d'absorber ces termes-là. Il y a les travaux de Sylvain Perrault, justement, sur l'intersectionnalité dans le monde du droit, qui est assez intéressant. Et donc, il arrive comme un outil d'analyse en sciences humaines et sociales. Par contre, l'intersectionnalité est beaucoup plus que ça, dans le sens où l'intersectionnalité est un terme, et c'est ça que j'essaie de montrer avec ma recherche doctorale, qui est transnational et qui est déjà à la base un terme qui est hybride. C'est-à-dire, c'est que Kimberlé Crenshaw, elle fait, c'est créer le terme intersectionnalité. Par contre, le raisonnement intersectionnel ou le raisonnement de combiner les rapports de discrimination et d'oppression ne peut pas être attribué à Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, il a tout le mérite, hein, ce n'est pas une question de mérite là, mais c'est de créer le terme, donc de mettre derrière un mot toute une pensée transnationale, mais qui circulait déjà dans des espaces politiques très structurés dans plusieurs pays. Donc, par exemple, le premier, c'est Lélia Gonzalez, qui est une Brésilienne qui, dans les années 75, écrit un manifeste. Donc, en portugais, c'est au Manifeste das Mulheres Negras, mais en français, ça ferait un peu bizarre parce qu'on n'utilise pas ces termes-là. Mais c'est le manifeste des femmes noires, on peut le traduire comme ça aujourd'hui. Donc, dans les années 75, elle parle déjà du rapport qui les femmes noires vivent, qui n'est pas le même que les femmes blanches, qui n'est pas le même que les hommes noirs, parce que elles n'utilisent pas le mot intersection, mais elle va utiliser le mot à la croisée, à combiner des oppressions. Donc ça, c'est une première voie qui émerge dans le contexte pour, en tout cas, amener cette réflexion qui peut être considérée comme intersectionnelle.
Ensuite, on a aux États-Unis le Combahee River Collective, qui aussi dans les années 70, donc plus précisément 76, euh, 77, pardon, publie comment on dit, un manifeste où il va parler justement de cette articulation des oppressions en menant justement le côté femme noire, au noir dans ce cas-là afro-américaine, lesbienne et socialiste. Donc, mais il met déjà en articulation ces catégories-là et il pense déjà, il alimente déjà une réflexion qui vient après. Qui après va être cristallisé justement par le terme qui est créé par Kimberly Crenshaw. Et en France, on a un bouquin qui a été publié par Awatiam en 1978 qui s'appelle La parole aux négresses, qui est un livre qui a jamais été réédité, donc qui reste avec ces termes-là de manière très présente, parce que Awatiam, elle s'est complètement désengagée du mouvement féministe ou féministe, et donc même si aujourd'hui elle est toujours vivante, etc., elle ne prend pas la parole, elle n'accorde pas d'entretien et elle n'a jamais voulu rééditer son livre. Mais dans ce livre-là et dans le contexte français, il y a une femme sénégalaise qui, dans les années 78, va prendre la parole pour parler de trois flots qui, les femmes noires, expérimentent dans le contexte français francophone. Donc, ce que je veux montrer avec ces trois exemples, c'est que Kimberly Crenshaw, elle, elle crée un terme, elle fabrique ce terme-là, ce terme-là, il gagne en autorité parce que c'est une juriste qui le construit, une juriste qui est académique. Et donc là, c'est toute la question du savoir académique et le savoir qui est considéré comme celui euh, expert. Et aussi, elle le fait dans une langue qui est quand même l'anglais, qui fait que le terme soit diffusé d'une manière internationale. Mais cela ne veut pas dire que le raisonnement par rapport à l'intersectionnalité, il n'existait pas avant Kibel l'écriture. Et c'est pour ça, et ça c'est une hypothèse que j'aimerais bien peut-être un jour euh, investi dans une enquête, c'est de dire, c'est justement ce qui constitue la force du terme intersectionnalité, c'est parce qu'il y avait déjà un contexte transnational et qui allait beaucoup, qui allait plus au-delà en tout cas des frontières académiques. Donc c'est quelque chose qui existait, mais Kimberly Crenshaw, elle a tout le mérite d'avoir créé un terme qui cristallise à un moment donné toutes ces pensées, toutes ces voix, tous ces contextes transnationaux. Déjà, moi, c'était important de revenir sur ça pour penser la circulation de l'intersectionnalité, pour se dire, voilà, c'est pour cette manière aussi que en France, elle arrive comme outil d'analyse en sciences humaines sociales, mais sur les réseaux sociaux, elle va arriver justement comme un outil de discussion, de mobilisation, etc. Donc, ces parcours de l'intersectionnalité montrent que l'intersectionnalité, c'est une intersectionnalité déjà mobilisation qui existe dans ces groupes politiques dans différents pays. Elle devient une intersectionnalité scientifique, concept formalisé par une académique. Elle, après, dans le contexte français, elle va devenir une intersectionnalité sujet de discussion. Et là, l'année 2019, c'était l'apogée justement d'une visibilité médiatique autour de l'intersectionnalité. On va discuter, on va créer des groupes justement d'acteurs qui vont se positionner dans l'espace médiatique par rapport à l'usage de l'intersectionnalité. Moi, c'est que j'essaye de prolonger ça en s'intéressant à l'intersectionnalité terrain. Et là, ce que j'appelle intersectionnalité innovation, c'est pour utiliser un peu la sociologie de l'innovation en disant l'intersectionnalité est avant tout une fabrication en tant que terme d'une académique qui a produit une innovation technique, c'est-à-dire elle a produit un nouveau terme, mais comme dans la sociologie de l'innovation, c'est toujours le cas. Cela ne veut pas dire qu'elle le découvre ou comme un génie dans son bureau, elle dit, ah, l'intersectionnalité, on pourrait l'appeler comme ça, mais elle s'inspire de toute cette tradition qui va bien au-delà de ses travaux. Donc ça, c'est un peu pour ce qui veut dire finalement l'intersectionnalité en tant qu'objet. Euh, il faut toujours préciser de quelle intersectionnalité on fait référence, si c'est la mobilisation scientifique, si c'est celle qui est discutée, qui devient presque adjectif dans l'espace médiatique français.
Ce qui nous entraîne justement à ce deuxième point de dire, voilà, puisque l'intersectionnalité devient un sujet de discussion politico-médiatique, qu'est-ce que ça veut dire être intersectionnel? Et là, je vous ai mis quelques exemples, hein, mais déjà l'intersectionnalité peut être vue, par exemple, comme un adjectif. Et donc, on a Laurent Bastide, qui est une féministe assez connue avec son podcast La Poudre, qui va dire c'est compliqué aujourd'hui de porter un féminisme qui ne soit pas intersectionnel. Donc là, l'intersectionnalité, ce n'est pas un outil d'analyse, ce n'est pas un concept en droit, voilà, issu du monde académique. Elle devient justement ces adjectifs. Et donc, le mouvement féministe, le féminisme doit être intersectionnel. Ensuite, il y a, par exemple, une Pride, une Gay Pride intersectionnelle qui aura lieu ce samedi à Paris. Donc là, encore une fois, hein, la Gay Pride, on a mis un adjectif intersectionnel. Et comme Macron, là, va dire l'intersectionnalité, donc il va presque réagir au fait qu'on pense à un féminisme intersectionnel en disant non, mon féminisme n'est pas intersectionnel, il est humaniste, et donc parce qu'il se trouve de côté d'universalisme. Et donc, encore une fois, hein, là, c'est des termes qui veulent adjectiver le mouvement féministe, un mouvement social. Voilà. On n'est pas intersectionnel, on est humaniste parce qu'il est universaliste. Par contre, quand j'étais sur le terrain pour discuter avec les gens qui produisent ces objets médiatiques-là, ils vont très clairement se mettre en opposition à cet usage de l'intersectionnalité comme adjectif. Donc, par exemple, Fania Noël, elle m'explique, quand on dit qu'un mouvement est intersectionnel, on met derrière le mot intersectionnel toute une diversité, toute une multiplicité de parcours, de manières de construire un discours politique, comme si on pourrait mettre derrière intersectionnel tout ce qui n'est pas blanc finalement, tout ce que ne correspond pas à la norme. Et donc, elle va avoir ces discours en disant ce n'est pas une grosse soupe. C'est-à-dire, on ne met pas dans le terme intersectionnel, on ne peut pas mettre tout comme si ces différents groupes politiques, ils pourraient être regroupés, y exister comme un bloc. Il y a un moment dans l'entretien, elle va parler de couches de lasagne, comme on fait un plat de lasagne avec plusieurs ingrédients et on construit quelque chose de compact. Alors, il y a un problème pour elle de parler d'un mouvement, d'un féminisme intersectionnel, parce que si on utilise l'intersectionnalité comme un adjectif, cela veut dire qu'on met derrière une grosse soupe, une pluralité d'acteurs, de groupes qui existent. Elle, par exemple, au moment d'entretien, elle est membre de Moissy, qui est considéré un mouvement qui est considéré comme un groupe féministe intersectionnel. Mais c'est qu'elle dit, oui, on est un groupe féministe intersectionnel, mais on est un groupe féministe intersectionnel pour les femmes noires afrodescendantes. Et donc là, l'intersectionnalité, c'est quelque chose de très clair. Moissy est un groupe intersectionnel qui construit son discours politique autour des expériences des femmes qui sont considérées, en tout cas présumées ou pas, réelles ou pas, mais qui sont vues dans le contexte français comme noires ou afrodescendantes. Donc, ce qu'elle dit, c'est que quand on dit intersectionnel, un collectif intersectionnel, de quelle intersectionnalité on parle? Est-ce qu'on met tout derrière ces mots-là et donc ça devient justement ce qu'elle appelle une grosse soupe parce que le terme intersectionnel perd justement sa substance d'origine de ces mouvements afroféministes, de ces discussions-là, et devient un adjectif que dit, voilà, pour faire, comment dire, une opposition, ou en tout cas une référence vis-à-vis d'un mouvement féministe qui existe déjà, on me dit qu'on est intersectionnel. Mais derrière ça, on mettrait à toutes les expériences, toutes les traditions politiques, toutes les idéologies. Ensuite, donc, il y a Amandine Gay qui peut nous aider aussi à approfondir dans ce sens-là, parce que elle va nous... en fait, j'ai pas eu d'entretien avec Amandine Gay. Elle a refusé tous mes demandes d'entretien pour des raisons. Alors, la plupart de ces acteurs, il y a certains qui ne veulent pas échanger avec un mec sur le féminisme. Il y a d'autres qui ne veulent pas avec un mec qui a la peau très claire. On pourrait discuter sur cette question de blancheté quand on est. Parce que mon parcours, c'est un parcours de migration, hein. Donc, j'ai changé un peu de contexte et ce changement de contexte fait que certains aspects de mon identité, elles bougent un peu. Pas bouger, mais elles sont quand même mises en perspective. Euh,
Et il y a d'autres qui ne veulent pas collaborer avec un discours académique. Donc, ce n'est pas le fait ni d'être homme et d'avoir à la peau claire et être perçu comme blanc dans l'espace public, mais c'est aussi le fait d'être académique. Donc, Amandine Gay, on n'a jamais eu d'entretien, mais je l'ai suivie pendant longtemps dans tous ses lancements de son film et aussi les discours qu'elle portait sur des lives sur Facebook, Instagram. Et donc là, il y a une live qui a été produite par la Bibliothèque de Paris avec Amandine Gay, où elle explique justement, Amandine Gay, elle va dire, je suis une femme noire, donc qui construit son intersectionnalité à partir de l'afroféminisme, qui s'intéresse pour des questions autre, mais qui a un limite. C'est-à-dire, elle a dit, quand la question est la religion, évidemment qu'elle ne veut pas prendre la parole. Elle dit, elle ne souhaite pas prendre la parole à la place des femmes qui portent un foulard, un voile, etc. Mais son intérêt par la religion, il est limité parce qu'elle est féministe matérialiste, afroféministe matérialiste. Donc, elle a un limite avec la religion. Et donc, elle dit, si elle se considère comme féministe intersectionnelle, dans cette logique où on met tous les intersectionnels derrière un seul mot, pour elle, il y a un souci parce elle ne pourrait pas défendre certaines choses dans ce féminisme intersectionnel parce que pour elle, ça représente un limite. Et donc, on ne pourrait pas mettre toutes les femmes intersectionnelles derrière un seul groupe féministe parce que ces femmes-là, elles ont de divergences politiques à l'intérieur du groupe, qui n'est pas uniquement une différence politique vis-à-vis d'un féminisme qui serait vu comme blanc, universaliste, etc., mais au sein d'un groupe minoritaire, il y a ces divergences, ces prises de position. Et c'est aussi ce qui montre Miguel Chema avec son compte et avec la discussion qu'on a eue pendant l'entretien. À l'intérieur de la communauté LGBT, les personnes qui sont racisées, elles expérimentent des rapports de, de racisme qui font que leur expérience elle est différente quand on est un gay noir, quand on est un gay asiatique, quand on est un gay latino, etc. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre derrière ces mots-là, parce que l'intersectionnalité, pour Amandine Gay, elle sert justement à l'intérieur de n'importe quel groupe de montrer les singularités. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un groupe qui serait vu comme afroféministe, il y a de singularités. C'est-à-dire, il y a celles qui vont être matérialistes agnostiques, il y a celles qui vont être, qui vont prendre en considération le rapport de religion, d'handicap, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un combat contre, mais c'est des positions politiques qui sont différentes. Donc, pour les acteurs du terrain, quand on dit qu'un féminisme intersectionnel existe, on pourrait dire que c'est revenir à une logique intersectionnelle. Et c'est là le risque de la traduction en France du terme de l'intersectionnalité. Parce que si on met derrière un mot tout un groupe de personnes qui peuvent parler au nom de tout le monde, parce qu'il est intersectionnel, donc je suis féministe intersectionnelle, je peux parler au nom de toutes les femmes intersectionnelles, et donc ça revient à une logique universaliste. Parce qu'il y aura encore une fois un groupe capable de parler au nom de toute une diversité, une pluralité d'expériences, parcours, etc. Donc, ça ne veut pas dire que le terme féminisme intersectionnel ne peut pas exister. Je pense qu'il existe pour faire une distinction justement avec un raisonnement universaliste, un féminisme, etc. Par contre, dans les faits, il n'y a pas un mouvement sociaux ou un groupe qu'on pourrait considérer comme un mouvement féministe intersectionnel parce que on va toujours situer notre intersectionnalité. À partir du moment où on situe l'intersectionnalité à laquelle on fait face, on prend une position politique vis-à-vis d'autres personnes qui vivent à l'intersection d'autres rapports d'oppression. Ce qui fait que, à l'intérieur d'un groupe minoritaire, il y a toujours des rapports de domination. Et donc, il y a, pour les acteurs du terrain, un refus de parler en termes de féminisme intersectionnel, parce qu'on met l'intersectionnalité comme un adjectif qui vide le sens même du terme, qui est celui de regarder ce qui est minoritaire et majoritaire à l'intérieur d'un groupe. Et donc, parler d'un féminisme intersectionnel, c'est là revenir à une majorité, à une logique
universaliste. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas parler donc d'un mouvement socio-intersectionnel. Il n'existe pas. Il n'y a pas une structure aujourd'hui, au moment où je fais mon terrain. Il n'y avait pas une structure parmi celles que j'ai pu étudier qui revendiquait en étant comme un mouvement intersectionnel. Parce que tous les acteurs que j'ai pu rencontrer, ils vont avoir ces discours de dire on ne peut pas lutter contre tous et contre tout en même temps, contre toutes les oppressions. On va toujours, à un moment ou un autre, choisir son combat à partir de l'intersection à laquelle on fait face. Et à ces moments-là, on va toujours se situer vis-à-vis, à l'intérieur d'un groupe minoritaire, vis-à-vis de ce qui serait majoritaire à l'intérieur de ce qui est minoritaire. Donc, on ne peut pas parler de mouvements sociaux. Donc, je me suis dit, en s'inspirant de travaux de Bérénice Riofré, Bérénice sur la cause des femmes, Riofré sur la cause de l'espace socialiste, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, au lieu de dire il y a un mouvement féministe intersectionnel, est-ce qu'on ne pourrait pas dire il y a un espace féministe intersectionnel? Mais en lisant ces travaux, je me suis rendu compte que l'intersectionnalité, en tout cas, je ne pourrais pas affirmer l'existence ou l'inexistence d'un espace féministe intersectionnel parce que je pense que l'intersectionnalité, elle est un pôle justement de l'espace de la cause des femmes. Et aussi parce que les médias que j'ai étudiés, elles ne seraient pas l'espace, la totalité de l'espace en soi, mais justement les micromédias, elles seront une composante, un pôle de l'espace intersectionnel. Et donc là, il fallait vraiment élargir le terrain pour voir si, comme par exemple pour l'espace socialiste, on a un pôle médiatique, on a un pôle associatif, on a un pôle collectif, on a une pluralité de pôles en fait qui constituent un espace. Donc, mouvements sociaux, espaces, ça me paraissait très compliqué, en tout cas, de les affirmer, d'affirmer leur résistance. Je vois quelle heure il est. Ouais, ça, ça commence à s'approcher la fin. Mais c'est que je propose justement de penser avec la thèse, c'est de penser à une communauté d'action où par des objectifs ponctuels, ces personnes-là, elles vont s'associer pour lutter contre un adversaire commun. C'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple, mais ouais, je vais vous montrer alors, parce que je pense que euh, les manifestations qui ont lieu contre les violences policières étaient très représentatives de ce qu'une communauté d'action pourrait être. Euh, du comment une communauté d'action se construit justement sur les réseaux sociaux. Donc, pour regarder justement comment cette communauté se constitue, j'ai participé à des événements, à des manifestations en ligne et hors ligne. En ligne, ça va être beaucoup plus de prise des paroles sur des lives, Instagram, Facebook, ou des ateliers qui ont été mis en place par ces personnes-là. Et hors ligne, c'est des soirées débat, de festivals, donc par exemple le festival afroféministe Nia Sapo, des présentations de conférences débat, de lancement de livres, de films, etc. Donc j'ai parcouru justement en ligne, hors ligne, pour essayer de voir, dans cet objectif justement de suivre des acteurs, comment ils articulent ces discours dans les deux espaces, qui sont d'ailleurs, là, je le mets d'une manière organisée en ligne, hors ligne, pour que ça soit visible, mais dans les faits, il n'y a pas besoin de le dissocier, puisqu'ils sont complètement corrélés, hein. Ils existent de manière imbriquée, et pas séparés en ligne, hors ligne, mais très, très imbriqués. Donc déjà, je voulais voir si ces personnes-là, elles se connaissaient ou s'ils s'y citaient, s'ils faisaient référence. Donc j'ai suivi les comptes Instagram pour voir qui c'était qui en renvoyait vers qui, etc. Une manière de rendre cela visible, c'était justement l'usage d'un logiciel qui a été créé par le Media Lab de Sciences Po qui s'appelle Hive, qui c'est un logiciel où il fait une cartographie par rapport aux hyperliens. Donc, il prend une page, par exemple un blog, il voit tous les hyperliens qui sont renvoyés, qui cette page-là, elle renvoie. Et elle fait ça avec toutes les pages, tous les liens qui en insèrent sur la plateforme. Et ensuite, elle nous dit qui est connecté à qui renvoie à qui par le biais des hyperliens. Donc là, on voit que ces personnes qui constituent le terrain, elles sont connectées, c'est-à-dire elles se renvoient, elles se connaissent, elles se citent en tout cas dans leur contenu. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'il n'a pas un effet de centralisation,
même si les afroféministes comme Missy Roots, Moissy, Kiel Zepshot sont très présents dans le graphe, etc., ils sont très connus parmi les membres de cette communauté-là. Missy Roots, c'est celle qu'elle a plus citée par tous. Mais il n'y a pas un effet de centralisation. Donc, déjà, pour moi, c'était un indice que cette communauté d'action, elle se met en place en ligne. C'est de dire aussi, il n'y a pas un effet où il y a un acteur qui domine ou qui serait un porte-parole ou dans le sens où il détient euh, la parole dans cet espace-là. C'est-à-dire, c'est très équilibré comme manière de se renvoyer, de se citer, de se faire référence. Ensuite, on voit, voilà, par exemple, au moment où Jennifer Padimine, elle publie son livre, il y a sur Instagram une manière de voir l'existence de cette communauté parce que les acteurs du terrain, ils vont faire la promotion de ces livres, ils vont renvoyer vers Jennifer Padimine. Il y a différents, il y a Grace Lee, il y a Joe Gustin, c'est-à-dire plusieurs personnes du réseau, de la communauté, elles vont mais en fait, cette communauté, ce que je veux dire, c'est que cette communauté, elle est visible par ces pratiques-là, c'est-à-dire au moment où quelqu'un publie un livre, prend une parole dans un espace médiatique, etc. Tous les autres, elles vont, par le biais justement des réseaux sociaux, faire monter en visibilité cette personne-là, son travail, sa prise de parole, sa manière de penser l'intersectionnalité, d'appréhender le concept, etc. Donc, déjà, le partage, le renvoi, c'est une manière très concrète aussi de voir l'existence de cette communauté d'action. Mais pour moi, ce qui était très révélateur de l'existence d'une communauté qui se regroupe à des moments particuliers pour faire monter en visibilité ou pour combattre ou pour lutter sur des choses, c'était au moment justement de Black Lives Matter et surtout en France, le débat autour des violences policières qui étaient pilotées, en tout cas les manifestations en ligne étaient pilotées par Assa Traoré. À ces moments-là, j'ai vu les acteurs de mon terrain s'associer pour lutter contre un ennemi commun, peu importe leur intersectionnalité d'un point de vue individuel. Cette lutte, en fait, elle s'y fait en ligne, hors ligne, de manière assez intéressante, c'est-à-dire soit on invite les personnes à venir manifester, donc on met sur nos plateformes, sur nos espaces numériques médiatiques, une invitation, une incitation à participer à ces manifestations-là. Soit quand on est sur place, on documente ces manifestations-là, on va les documenter et donc on publie des contenus en direct en disant voilà ce qui se passe, on est dans la rue, etc. Ou on va sur ces espaces-là, sur ces manifestations pour produire du contenu. Et donc, par exemple, le podcast à l'intersection, il y a un épisode où il va interviewer les personnes qui participent des manifestations. Il y a Kif Taras qui fait un épisode sur les violences policières. Il y a Missy Roots qui publie un billet de blog qui nous protège de la police. C'est-à-dire, ils utilisent ces moments de lutte, de débat, qui est contre les violences policières en l'occurrence, pour produire du contenu et donc faire justement dialoguer ces côtés en ligne, hors ligne, mais montrer l'existence de cette communauté d'action, c'est-à-dire on peut s'associer à un moment précis pour lutter contre quelque chose de commun sans finalement que ça soit un combat dit intersectionnel, c'est-à-dire c'était un combat contre les violences policières. Il y a aussi un regard critique hein, vis-à-vis de ce qui se passe. Donc, Femme Kacha Echo ou Keal Zinepshot vont produire du contenu avec un regard critique en disant déjà qu'est-ce qui va se passer à un moment où on n'aura plus cette visibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui changera? Mais aussi, Keal Zinepshot, son regard critique, c'est aussi de dire vous épuisez aussi les personnes concernées parce que vous leur demandez de prendre la parole, de s'expliquer, de faire de la pédagogie. Et tout ça peut être très épuisant parce qu'on est déjà faible, parce que voilà, tout ça, ça nous touche, ça nous concerne. On est déjà dans une position où on se sent vulnérable. Et donc, le fait de demander une prise de parole, ça nous rajoute quelque chose qui nous fragilise, qui nous épuise. Il y a quand même un regard critique de comment cette communauté d'action, elle existe.
Ce que je veux dire, c'est que quand je dis qu'il y a un mouvement féministe intersectionnel, et peut-être c'est de la provocation, et j'aimerais bien qu'ils ont des réactions peut-être pour discuter, un mouvement féministe intersectionnel n'existe pas en tant que mouvement social parce que cela reviendrait à dire que le mouvement féministe est une fois universaliste. Il y a un groupe qui prend la parole au nom de tous les intersectionnels, encore une fois. Cela ne veut pas dire que ces personnes-là n'existent pas, mais ce sont des individus ou des petits groupes qui s'associent dans des moments particuliers. Peut-être que cette association qui a eu lieu pour les violences policières, elle n'existera plus jamais. À un moment ou un autre, c'est d'autres associations qui vont se créer, d'autres moments où on va se réunir, se regrouper pour lutter contre un objectif, contre quelque chose de commun. Et s'y désassocier, c'est-à-dire penser en termes de communauté d'action, ça nous donne aussi cette possibilité d'être plus souple dans la manière d'organiser. Un dernier exemple, hein, mais c'est par exemple, c'est les ateliers qui sont créés par ces personnes-là. Et là, par exemple, Afrolab est un très bon exemple où ils ont créé un laboratoire pour apprendre à d'autres personnes à faire des podcasts, à faire des chaînes YouTube. Donc, cette communauté d'action, elle existe aussi parce qu'elle partage un savoir, parce qu'elle forme d'autres personnes à intégrer. Mais cela ne veut pas dire qu'Afrolab est un collectif politique, est un groupe politique dans le sens, est un mouvement structuré où on a une idéologie, une ligne politique qu'on suit, etc. Mais ce qu'elle fait, ça relève aussi d'une action collective politique qui, je pense, qui pourrait montrer l'existence d'une communauté autour de l'intersectionnalité sur les réseaux sociaux. Alors, cela montre justement que l'intersectionnalité en France, elle est traduite d'une manière très différente. Déjà, dès le départ, c'est un sujet qui est hybride et transnational, qui va être formalisé par Kimberly Crenshaw d'une manière académique. Cela n'est pas anodin dans sa circulation et dans sa traduction, mais qui, sur les plateformes de médias sociaux, elle nourrit un médiactivisme. Et donc, il y a ces groupes d'acteurs qui émergent en fait sur le web en tant que porte-parole, qui va contribuer justement à cette circulation à partir de leurs pratiques numériques, qui moi, j'ai décidé d'appeler à partir des micro-multimédias qu'ils produisent. Ces médias, ils ne prétendent à aucun moment, ces micro-multimédias ne prétendent appartenir à un mouvement. Ils ont quand même un regard très critique à cet usage de l'intersectionnalité en tant qu'adjectif. Mais cela ne veut pas dire que ces différentes voix isolées, ces différents individus, petits groupes, ne s'associent pas à des moments précis pour former, pour des moments spécifiques, pour former ce que je préfère appeler communauté d'action, c'est-à-dire des pratiques solidaires qui sont mises en place en ligne, hors ligne, de manière informelle, pour lutter contre des objectifs, des ennemis communs. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, partager avec vous par rapport à ma recherche, mon travail de thèse. Il y a trois publications que j'ai faites. Celle-là, c'est le moment publicité, mais bon, ça peut être un peu ridicule, mais je voulais vous dire, il y a la première qui est un article que j'ai publié sur justement les afroféministes sur YouTube, qui reprend un peu mon mémoire et c'est que j'ai pu à ces moments-là dégager en termes de discussion. Ensuite, il y a deux articles qui ont été publiés récemment qui sont issus justement de mon travail de thèse. Le premier, c'est justement sur comment on produit un savoir collectif et profane, juste par rapport à l'intersectionnalité. Et le dernier, il reprend vraiment la présentation d'aujourd'hui, qui est faire de l'intersectionnalité une cause et comment il y a cette émergence d'une communauté d'action sur le web en France. Voilà. Merci beaucoup, Jairso, pour cette présentation très riche et foisonnante. Donc, vraiment, merci. Je propose de donner tout de suite la parole aux participantes et participants, si vous avez des remarques, des questions ou des demandes de précision. Et sinon, j'interviendrai, mais je vous laisse, n'hésitez pas à prendre la parole. Justine, oui, oui. Oui, bonjour. Euh,
Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très riche, très intéressant. Je suis désolée, il y a un bruit en arrière-plan. Je vais essayer d'être rapide par rapport à ma question. Je voulais savoir si dans le discours des personnes que vous avez pu interviewer, s'il y avait une dimension critique par rapport à leur usage des réseaux sociaux et est-ce que par rapport à ce que vous avez mis en avant sur l'équilibre entre activités en ligne, hors ligne, si dans certaines pratiques, dans certains usages, le numérique ne serait qu'un prétexte pour en fait développer des actions sur le terrain, quoi, plus directement sur des actions hors ligne. Merci. Merci beaucoup pour la question. Euh, il y a un regard critique vis-à-vis des plateformes de réseaux sociaux qui a un aspect très ambivalent pardon, pour ces communautés-là, pour ces personnes-là. Premièrement, parce que ces espaces-là, ils peuvent être un espace de empowerment, émancipation, construction d'un discours collectif, etc. Mais ce sont aussi des espaces d'une violence très forte vis-à-vis de ces populations-là. Ce que je veux dire, c'est que les plateformes, c'est aussi un moyen de les mettre en face du racisme, du sexisme, de rapports qui sont très violents pour ces personnes. Il y a d'ailleurs la première personne qui a utilisé le mot intersectionnalité sur un blog, c'est Miss Dress-du-Fool. Et elle est quittée toutes les plateformes numériques parce qu'elle était victime d'un harcèlement coordonné. Ce qui est intéressant pour moi dans ces cas, c'est qu'elle n'était pas coordonnée par les personnes de droite ou d'extrême droite, mais elle était coordonnée par les personnes de la gauche et du Parti socialiste, plus particulièrement, qui à ces moments-là voyaient l'intersectionnalité comme quelque chose qui divisait justement les questions de classe. Mais parmi les échanges que j'ai pu récupérer, par exemple, les réseaux sociaux étaient pour elle un espace ambivalent parce qu'elle a construit sa parole, mais elle était victime de incitation à la violence, incitation au suicide, à des propos racistes et misogynes très décomplexés. Donc il y a ces côtés-là d'un regard critique parce qu'elles savent que les réseaux sociaux sont pour elles un espace ambivalent. Et donc, elles vont créer des stratégies comme des listes de blocage, où elles partagent une liste où, avec les comptes qui doivent potentiellement, ou qui sont potentiellement problématiques, qui peuvent être bloqués. Il y a une espèce de ménage qui est fait dans les commentaires de manière automatique. Donc, elles vont mettre, par exemple, sur YouTube, une liste de mots qui sont bloqués automatiques dans les commentaires, comme, voilà, désolé d'utiliser ce langage, mais si quelqu'un écrit sale pute, le mot sale pute associé, il est bloqué, il n'apparaîtra pas, le commentaire, il est parfois supprimé, mais parfois mis en... Juste la personne qui publie le voit, mais personne d'autre le voit. Donc, en fait, elles essayent de configurer pour rendre difficile ces genres d'échanges. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne partie des échanges qui s'y passent dans ces espaces-là se passent dans des messages privés ou des boîtes mail. Il y a un usage des boîtes mail pour échanger avec le public, pour, pour aller dans des espaces qui sont plus maîtrisés, plus safe, où ils s'y sentent vraiment dans une espèce de cocon où on peut tout dire, tout parler, etc. Il y a aussi le côté ça c'est le premier aspect, donc ambivalent parce que peut aussi être un espace d'une expression d'une parole violente, mais aussi parce que ces espaces-là sont régis par des logiques commerciales. Et donc, je pense à Keol Snapshot qui, elle, tout son contenu sur YouTube est automatiquement catégorisé comme interdit aux moins de 18 ans. La plateforme considère son contenu comme interdit aux moins de 18 ans, alors que moi, j'ai regardé tous les vidéos hein, qu'elle avait publiées jusqu'à 2022. Il n'y a à aucun moment incitation à la violence, il n'y a à aucun moment incitation à la consommation d'alcool. Il n'y a pas l'usage des mots qui pourraient être considérés comme problématiques, des mots, voilà. Il y a un discours qui est politique, afroféministe, intersectionnel, etc. Donc, la plateforme considère ça parce qu'elle estime que son contenu n'est pas advertise friendly, c'est-à-dire ça n'intéresse pas aux marques d'être associées à ce type de contenu. Et donc, elle dit, pendant l'entretien, c'était intéressant parce qu'elle me dit,
je suis épuisé parce que je mets une énergie considérable à penser le contenu, à le produire, à l'enregistrer, à le monter, à le mettre en ligne sur une plateforme qui ne considère pas mon contenu comme bienvenu et qui le réduit sa visibilité. Donc, en fait, elles sont. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles utilisent plusieurs plateformes. C'est pour essayer de créer une espèce de visibilité sur différents espaces, parler à des gens, etc. Parce qu'elles sont complètement cadrées par, par, par ces plateformes-là. Il y a Miguel Schema, par exemple, qui me dit tous les fois qu'il écrivait blanc sur Instagram, la plupart du temps, le contenu il est automatiquement analysé par l'algorithme comme étant un contenu qui est en infraction aux règles communautaires. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est qui est intéressant, hein, c'est qu'il met un emoji avec un blanc. Oui, donc il dit les personnes emoji blanc. Et là, l'algorithme, il est un peu bête dans ce sens-là. Il n'entend pas, il n'a pas la capacité de faire une interprétation d'emoji blanc comme étant le mot blanc. Et donc, il crée des stratégies pour surmonter, mais ils sont dans des espaces qui sont cadrés soit par des logiques commerciales, soit par des logiques algorithmiques qui rendent leur contenu moins visible ou en tout cas euh, ouais, moins visible dans ce cas. Donc oui, il y a un regard très critique par rapport à l'usage des plateformes dans ces deux aspects-là. Après, la manière comme j'ai compris leur usage en ligne hors ligne, je ne sais pas si sur le numérique est un prétexte parce que c'est quand même une manière plus simple de produire des choses. Par exemple, le coût de produire un tweet, il est faible. Donc, c'est une manière de créer du contenu, d'être présent, de construire une idée de communauté, mais c'est quand même quelque chose qui est articulé hors ligne. Donc, il y a une idée de rencontrer les personnes qui en discutent en ligne, hors ligne, de leur favoriser un échange plus personnel, donc presque de rencontrer son public hors ligne. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble, qui est très imbriqué et qui, pendant les entretiens, n'est jamais pensé comme dissocié. En ligne, c'est vraiment un prolongement des actions qui sont menées en ligne. Ça se prolonge en ligne. Ce qui est fait en ligne, ça se prolonge en ligne. C'est très imbriqué donc, c'est difficile de le dissocier. Merci beaucoup. Marc, tu veux intervenir? Oui, j'aurais une question sur votre méthodologie d'enquête. Donc, vous utilisez des instruments d'enquête sociologique traditionnels comme l'entretien. Est-ce que c'est facile d'accéder aux acteurs à travers le contact de la toile? Et finalement, comment vous prenez en compte euh, à quel niveau d'observation, d'analyse vous prenez en compte, disons, les schémas traditionnels d'identification sociologique quand vous rencontrez ces acteurs, et qu'est-ce que vous en faites? Par exemple, est-ce que vous articulez dans vos entretiens l'activité sur Internet sur les différentes interfaces que vous décrivez, avec d'autres formes de militantisme, d'autres formes d'appartenance idéologique et sociale. Et voilà, comment est-ce que vous articulez tout ça du point de vue méthodologique et de l'enquête finalement sociologique? Merci beaucoup. Alors, pour la question justement de l'accès au terrain et pour les entretiens, euh, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que ces personnes-là, elles ne sont que 33, mais elles sont très, très sollicitées. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui vont pour leur mémoire ou des doctorants pour leur thèse. Donc, elles sont systématiquement sollicitées pour des entretiens, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas tout le temps à répondre à toutes les sollicitations. C'est-à-dire, c'est vraiment une entrave pour avoir un entretien, en tout cas rentrer sur ces terrains-là. Il faut se prendre en compte qu'on est face à des personnes qui sont très sollicitées. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, le fait de produire un objet médiatique, ce n'est pas leur activité principale. C'est-à-dire, elles font ça à côté de leur travail, de leur activité professionnelle, et à côté, souvent, soit des activités scolaires, universitaires, etc.
Ce qui fait qu'ils sont très sollicités avec pas assez de temps disponible. Donc, les podcasts, les chaînes YouTube, les blogs, ils sont faits à côté justement d'une activité professionnelle qui est très prénoce du temps. Donc, c'est souvent le temps libre on consacre à un usage de réseaux sociaux pour produire du contenu. Donc, ce qui fait, ça c'est déjà un point que je trouve important dans l'accès à ces terrains-là. Le deuxième, pour moi, c'est le fait que je ne suis pas concerné par ces questions. Sur ça, il y a quand même des choses à dire parce que déjà, ce n'est pas un refus catégorique, c'est-à-dire ces personnes-là, elles ne refusent pas catégoriquement à rencontrer des non concernés, mais elles sont dans une démarche où on ne peut pas arriver sur le terrain avec une posture sociologique euh, méta dans le sens où on ne considère pas ces acteurs comme lucides ou comme capables de dégager des réflexions sur sa propre pratique. C'est-à-dire, très concrètement, pendant l'entretien, ils avaient la possibilité de me poser des questions à moi à n'importe quel moment de l'entretien, sur ma démarche, etc., mais aussi sur n'importe quel sujet. Donc, en fait, l'entrée la méthodologie, elle doit être construite à un rapport au terrain qui, à aucun moment, peut être surplombant, ou à aucun moment peut être vertical. Même si on sait qu'à la fin, c'est moi qui ai écrit la thèse, c'est moi qui, symboliquement, parce que matériellement, je n'ai pas gagné, hein, mais symboliquement, a gagné un diplôme, etc. C'est une blague pour le matériel, hein, mais bref, c'est peut-être pas drôle. Mais, donc, il a gagné beaucoup avec ses travaux, mais le rapport à ces personnes-là, il doit être toujours être dans une espèce d'horizontalité. Et donc, à tous les moments, en fait, j'ai des personnes qui ont, pendant l'entretien, me posaient des questions sur ma vie. Euh, il y a certains qui ont décidé de me suivre sur mes réseaux sociaux personnels. Donc, il y a un rapport qui ne peut pas être... on ne peut pas construire une barrière. Vous voyez ce que je veux dire? Le rapport au terrain, la distance, ou en tout cas une espèce d'objectivation qu'on cherche avec une enquête sociologique, elle doit être construite d'une autre manière. Elle ne peut pas être par le fait de mettre une distance sur une barrière où le sociologue, le terrain. Donc, il y a déjà cette question. Donc, à partir du moment où on fait ses preuves aux acteurs du terrain et on leur montre qu'on est dans une démarche sociologique plus horizontale, dans le sens où les deux personnes en fait, ce n'est pas que moi qui ai été autorisé à poser des questions, ce n'est pas moi qui avais une liste de questions à cocher, mais c'était beaucoup plus dans une relation entre enquêteurs et enquêteurs. Il y a les entretiens compréhensifs, hein, c'est très proche de ça. C'est presque des entretiens de complicité, presque, parce que ça crée vraiment un moment de complicité très fort, en fait. Ça engage beaucoup le chercheur, hein. À la fin du terrain, j'avais un degré d'épuisement parce que émotionnellement, c'est très preneur, en fait, pour la personne qui enquête, parce qu'on ne peut pas créer une distance de ces points de vue-là. Troisième point qui est important pour moi, c'était le fait que je suis brésilien. En fait, depuis un an, je suis français, donc franco-brésilien, mais au moment de l'enquête, j'étais brésilien uniquement. Donc avec un parcours de migration, avec un rapport vis-à-vis de l'État français qui était compliqué hein, pendant le moment de thèse, avec les visas, etc. Ce n'est pas quelque chose de simple à obtenir. Et ça devient de plus en plus compliqué, comme vous le savez. Mais donc, à ces moments-là, elle me voyait comme Brésilien uniquement, et donc comme quelqu'un qui a vu d'une manière ou d'autre, hein, comme autre dans le contexte français. Et je pense que cette image du Brésil, du mouvement afro-brésilien, a joué beaucoup aussi à ma faveur, c'est-à-dire l'image qu'elles ont du Brésil et du mouvement afro-brésilien. Il y a deux, trois qui m'ont dit, je ne savais pas de quoi on allait parler, je savais que j'allais rencontrer un Brésilien. Ou parmi les questions qu'elle me posait, comment ça se passe au mouvement afroféministe brésilien, comment ça se passe? Il y a certaines qui sont déjà allées au Brésil pour rencontrer des afroféministes. Donc, le fait que je ne sois pas, qu'à ces moments-là, je ne partienne pas à la communauté de citoyens français, etc., était très important. Je ne suis pas sûr qu'il y a un homme perçu comme blanc et français pourrait accéder de la même manière comme j'ai pu accéder à ces terrains-là.
le côté étranger brésilien, en l'occurrence, a joué énormément. Donc ça, c'est par rapport à l'accès, à voir les entretiens. Donc c'était déjà fait ses preuves pour montrer qu'on est dans un rapport, bon, en tout cas par principe, dans une recherche d'horizontalité. Ensuite, moi, j'ai joué énormément avec ces côtés brésiliens, le fait que je sois étranger, ça m'a ouvert justement des portes. Et après, comprendre aussi que ces personnes-là, elles sont très sollicitées, qu'elles font ça à côté d'une activité principale et que donc potentiellement, elles n'auront pas le temps ni de répondre, ni de... Après, il y a Mondingué, il y a Missy Roots, il y a Kémis qui sont des personnes très visibles dans l'espace médiatique, très visibles, qui ont, par rapport aux autres, hein, je veux dire, qui ont refusé de m'accorder un entretien, et là, pour des raisons politiques très précises, comme je n'échange pas avec un homme qui n'est pas concerné sur ces questions-là, je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'échanger avec vous, etc. Il faut savoir. Mais ce n'est pas catégorique, fermé d'une manière catégorique. Et après, donc voilà, dans la thèse, j'ai pris en considération, par exemple, le fait qu'elles travaillent, leur profession. Il y a une bonne partie de ces personnes-là, je veux dire à 75%, qui ont son bac plus 5, qui ont fait des études en communication, en journalisme. Amandine Gay, par exemple, elle a bac plus 5 Sciences Po. Donc, il y a quand même tout cela, il était dans la thèse. Il rentre en fait dans l'analyse de ces formes de militantisme-là et d'une forme de militantisme qui explique pourquoi la communauté d'action elle existe. C'est aussi parce que elle ne retrouve pas dans les mouvements, dans les associations, les syndicats traditionnels formalisés, un espace pour porter leur discours. Donc, par exemple, Vénus Liuzzo, elle me dit déjà, j'ai un travail, déjà, j'ai une activité principale. Et donc, elle me dit, dans mon cas, si je veux militer ou si je veux participer à un collectif formel, je dois me diviser. C'est-à-dire, je dois militer avec la communauté LGBT pour ceux qui relèvent de son aspect trans. Et donc, parce que toutes les personnes trans ne sont pas travailleuses du sexe, elle n'a pas l'espace de parler de travail de sexe avec la communauté LGBT. Et donc, elle a besoin d'aller dans un autre espace qui est les syndicats comme ISTRAS, qui est le syndicat des travailleurs du sexe, où elle parle des questions de conditions de travail, etc., mais sans évoquer, ou très rarement, ou très difficilement, l'aspect trans. Parce que les travailleurs du sexe, elles vont dire non, 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 on n'est pas tous transsexuels, en fait. Et donc, elle se retrouve partagée avec pas beaucoup de temps pour militer. Et donc là, elle crée un média, un multi-micromédia, pour justement lutter au même temps ou au même moment sur ces aspects de manière combinée et rencontrer d'autres personnes qui sont à la même intersection qu'elle, etc. Et donc, ces formes de militantisme-là, on est contraint justement à comprendre justement le chemin en fait, de ces personnes-là, leur trajectoire personnelle, leurs appartenances socio-économiques, pour justement arriver à cette conclusion que parce qu'elles sont précaires, parce que voilà, il y a elles ne peuvent pas se partager sur différents mouvements, différents syndicats pour lutter. Donc elles vont sur le web parce que le coût de temps, le coût matériel est moins conséquent et parce que ça leur permet de rencontrer des personnes qui sont à la même intersection. Mais c'est là, vraiment, c'était peut-être mieux construit dans la thèse, mais c'est pris en compte dans l'analyse sociologique de ces acteurs-là. Je ne sais pas si je réponds. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous d'autres remarques ou questions parmi les participants et participantes? Je ne sais pas. Moi, j'avais peut-être une remarque, j'imagine, Jairso, vous avez fait un travail peut-être de veille un peu de poursuivre les acteurs et actrices. Et donc, est-ce que finalement les observations que vous avez faites sur à la fois une appropriation finalement de ce concept qui est spécifique pour chacune des acteurs et actrices, même s'il y a des convergences à des moments donnés, est-ce que vous observez toujours ces résultats-là? Est-ce qu'ils sont aussi toujours présents sur plusieurs, donc sur ces multi-micromédias,
ou est-ce qu'ils se sont concentrés plutôt sur est-ce qu'il y a un effet, je veux dire, Instagram, est-ce qu'il y a un effet, je sais pas. Et puis, dernière remarque, est-ce que voilà, les réactions suite au décès de Naël ont donné lieu à une même mobilisation de la part de ces acteurs et actrices, pas. Merci. Donc oui, voilà. Donc effectivement, l'observation de ces espaces-là, elle était systématique pendant 3 à 4 ans. Et d'ailleurs, j'ai écrit justement un article actuellement sur l'usage de téléphone parce que c'était grâce à l'usage du smartphone qui m'a rendu possible euh, une observation quotidienne en fait de ces espaces-là, le fait de pouvoir être sur les réseaux sociaux d'une manière très fréquente et très preneuse en fait, parce que c'est du temps. Aussi, le fait de pouvoir faire des captures d'écran, de les enregistrer dans un cloud computing, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de ce travail justement d'observation, de veille qui a été fait au long de la thèse. À la fin du terrain, je me suis un peu éloigné, mais même si je suis encore de près, mais c'était un moment aussi de faire une pause parce que en fait, c'était une immersion très intense en fait pendant 3 ans, en tout cas, pendant les vacances, pendant les dimanches. Et comme c'est le téléphone, il y a ça aussi, la temporalité, on n'arrive pas à créer ces distances. Voilà, je vais sur le terrain, je sors du terrain, je rencontre les gens, je ne rencontre pas. On est face au terrain d'une manière continue, en fait, ce qui est peut être très fatigant au preneur pour le chercheur. Alors, après, aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses que je remarque. La première, je pense que ces micromédias, comment dire, ils ont vocation à disparaître. Parce que les conditions de matériel, même de production, sont très artisanales, parce qu'ils ne peuvent pas consacrer assez du temps, parce que, etc. Je vois déjà certains qui arrêtent complètement de produire de contenu, ou de nouveaux contenus, ou qui le font de manière beaucoup plus espacée, qui met, par exemple, 6 mois, un an à publier une vidéo, alors qu'avant, c'était une vidéo, 2, 3 vidéos par an, etc. Donc, je pense, ça c'est une hypothèse que j'aimerais bien suivre dans le long terme. Je pense que les micromédias aussi, ils sont, ils ont une vocation à disparaître. Vénus Liuzzo, que je vous dis, elle a tout supprimé sur YouTube, par exemple. Il y a Naya Ali, qui était une des premières à publier des vidéos en 2013 sur l'intersectionnalité, etc. Tout est supprimé, tout est... Bon, supprimé, c'est pas le bon mot, parce que c'est plus visible, en tout cas. Peut-être qu'elle a archivé et voilà, ça reste visible pour elle, mais c'est plus accessible, en fait, pour le public extérieur. Extimité a arrêté des produits, par exemple, de nouveaux podcasts, etc. Donc, d'une manière ou d'autre, c'est que j'arrive aujourd'hui à observer, c'est que ces espaces-là, ils sont censés, à un moment donné, disparaître. Ils peuvent disparaître aussi parce que la personne, elle est passée à une autre étape, en fait, de sa trajectoire. Je pense à Vénus Luso, encore une fois, hein, je pense, j'ai l'impression, en la suivant, on n'a pas pu échanger, mais qu'elle n'est plus travailleuse de sexe. Et donc là, c'était un moment très particulier de sa vie, mais qui n'est plus aujourd'hui. Donc potentiellement, le contenu où elle aborde ça, peut-être qu'elle ne veut plus que ça soit visible ou accessible, etc. Donc je pense qu'elle est censée évoluer par les questions matérielles, mais aussi parce que la personne, elle évolue dans sa réflexion. Peut-être que la manière comme elle parlait de l'intersectionnalité il y a 5 ans, c'est plus la manière comme elle parle aujourd'hui. Donc tout ça, ça crée cet effet de disparition. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai essayé de réfléchir dans ma thèse, parce que le fait de faire des captures d'écran et d'enregistrer ces contenus-là, en tout cas de enregistrer dans un objet qui a la thèse, ça rend tout ça un peu pérenne, alors que ça peut être un contenu qui a été créé justement pour disparaître avec le temps. Donc moi, j'ai pérennisé quelque chose qui à la base été créé parce que numériquement, c'est facile à supprimer, à faire disparaître, etc. Il y a ça comme première piste. Euh, Après, pour la question de Naël, des mobilisations autour du décès en fait de Gaël,
il y a deux effets. Il y a déjà le fait de faire ressortir le contenu qui a été publié à ces moments-là. Ça, c'est quelque chose c'est comme si YouTube, podcast et blog restaient comme une source, une ressource, en fait, où on peut revenir à des moments donnés pour faire revivre des publications. C'est souvent le cas avec les polémiques de blackface, par exemple. C'est parce que c'est quelque chose qui vient d'une manière cyclique à un moment ou un autre sur les réseaux sociaux. Donc, elles ont des contenus où elles ressortent un peu à ces moments-là. Mais il n'y a pas eu, comme il y a eu pour Black Lives Matter, cette mobilisation en ligne, construite, des nouveaux. En tout cas, ça n'a pas pris le même ampleur. Je pense qu'il la place justement de Assa Traoré était quand même la différence, c'est-à-dire le fait qu'elle a organisé des manifestations, le fait que, bon, elle a quand même essayé hein, pour Naël, mais il y a eu beaucoup de difficultés, ça n'a pas pris le même ampleur dans son côté-là. Et donc, je pense, euh, peut-être dû au contexte politique, hein, il y a eu beaucoup plus d'entraves hein, pour organiser des manifestations publiques à ces moments-là. Ce qui fait que ces micromédias-là, ça n'a pas créé cette même association euh, qu'on a vue au moment des violences policières. Ça, c'était quand même clair. Mais je pense que c'est multifactoriel, ouais, parce qu'il y a aussi ces désengagements qui se fait avec le temps de ce micromédia et, euh, et aussi le fait que Assa Traoré a eu beaucoup plus d'entraves, je pense, pour créer une manifestation suite au décès de Naël. Ouais. Oui, puis je suis d'accord avec vous sur l'idée aussi d'un parcours biographique où on Mm. va s'engager. Il y a des périodes de vie où on va être plus militant, plus engagé, et puis qui est aussi un facteur, je pense aussi explicatif sur la, Ouais, le- la durée ou pas de ces ouais, micromédias. Ouais. ouais. Mais je pense que d'une manière ou d'autre, ils ont tous vocation à un moment ou d'autre à disparaître. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même à observer, mais oui. Johannes, tu veux? Oui, merci. En fait, j'aurais une question, un petit commentaire sur cette étude. J'avais pensé, et donc j'ai appris des choses, que l'étiquette d'intersectionnalité serait quelque chose juste dans le monde académique, donc un type de recherche spécialisée récent. Et du coup, voilà, je me rends compte qu'il y a des présences médiatiques importantes et bon, après, vous dites que c'est peut-être en train de disparaître, mais en fait, j'avais pensé que c'est surtout une sorte d'espace épistémique, donc Mhm. qui défend une notion centrée euh, du savoir, un savoir qui renvoie toujours à ceux qui parlent, qui ont donc leur perspective, leur biais, leur intérêt et donc qui défend un type de savoir alternatif au savoir classique, traditionnel, positiviste, qui est soi-disant neutre, objectif. Mhm. Et, euh, et donc, je me demande comment vous voyez dans une perspective un peu plus historique la place de ce mouvement, si on a, ou cette étiquette euh, Mhm. dans l'évolution des savoirs. Est-ce que c'est bien un symptôme d'un savoir plus subjectif qui s'est imposé depuis quelques décennies, depuis la depuis la guerre? Mhm. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre entre science et politique ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens historique? Voilà, je me demande un peu quel est le contexte plus historique, plus grand, plus vaste que vous voyez. Mhm. Merci. Alors, justement, ouais, avec cette enquête, pour la question justement d'un espace épistémologique, euh, en fait, on pourrait voir cette manière de produit du savoir qui est proposée par l'intersectionnalité
comme étant justement en fait, dans ma thèse, j'ai pu faire dialoguer, par exemple, Bruno Latour et Patrice Hill Collins. Patrice Hill Collins, c'est une afroféministe américaine qui est sociologue et pragmatiste, qui défend justement une épistémologie du féminisme noir, une épistémologie de l'intersectionnalité. Mais ce qu'elle dit en termes de manière de produire du savoir fait écho justement à ce qui est discuté par la sociologie des sciences et par la branche un peu acteur réseau théorie. Parce que c'est justement cette critique à un savoir, ou en tout cas une idée de modernité où la science et la politique sont dissociées, on a des sphères. En fait, l'intersectionnalité, elle serait, dans ce cas-là, un exemple, encore un autre, d'un objet qui est hybride, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas dissocier sa nature. C'est-à-dire, dès le départ, sa nature est politico-scientifique. Et donc, elle est à la croisée de tout ça. C'est un objet hybride qui est controversé parce qu'il remet justement en question la manière comme nous, on peut penser la construction du savoir, la construction de la politique, etc. Et donc, je pense qu'il y a une portée novatrice par l'intersectionnalité de cette manière de penser l'espace épistémologique, mais qui n'est pas si nouvelle ou plus radicale que celle qui est déjà apportée par des sociologues ou par exemple, qui vient de cette tradition de sciences société et acteurs réseau théorie. On peut le regrouper un peu par une approche pragmatique finalement de la sociologie, parce que par exemple, Bruno Latour aussi, il va parler de la question justement de la place de l'acteur, de la capacité de lucidité de l'acteur, du fait que le chercheur, comme l'objet qu'il étudie, il appartient à la société et qui donc on ne peut pas penser à un sociologue ou à un enquêteur qui est dissocié de ses propres appartenances, etc. Donc, il y a déjà dans tout, dans cette proposition d'une épistémologie intersectionnelle, on pourrait peut-être dire, d'un savoir alternatif, qui nourrit peut-être déjà une discussion qui existe déjà dans l'académie depuis des années. C'est vrai que c'est des approches qui sont parfois contradictoires ou qui ne marchent pas forcément sans dialoguer, mais qui existent dans l'espace académique. Donc, dans ma thèse, c'était intéressant de voir justement que ce qui Patricia Collins parlait d'une épistémologie féministe noire fait écho d'une manière super intéressante avec ce qui est produit par Bruno Latour en termes de acteur réseau théorie, de la manière en fait qu'il appréhende la société par le collectif, l'individualité, etc. Donc, je pense que c'est encore une allégorie ou un exemple ou un objet qui nous permet de nourrir cette réflexion du rapport entre la science et la politique, mais c'est absolument pas le seul en fait. On a quand même d'autres objets qui, dans le temps, et qui peuvent nourrir cette réflexion-là. Voilà, donc c'est une manière de produire un savoir alternatif qui est très lié à l'expérience des personnes qui sont impliquées dans l'étude, mais cela ne me paraît pas si complètement ou complètement détaché de ce qui fait d'autres courants sociologiques. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si l'intersectionnalité propose une épistémologie alternative, je trouve ça intéressant parce que pour exister, ou pour être en tout cas comprise comme un savoir expert, Kimberly Crenshaw, elle a passé par les mécanismes classiques de la science, c'est-à-dire publication dans une revue scientifique, corrigée par des pairs, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça montre qu'on veut produire un savoir qui est alternatif, peut-être, mais qui pourrait exister passe encore par des logiques qui sont les logiques de production de savoir académique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, la valeur qu'on donne à l'intersectionnalité, et les acteurs, ils vont dire, hein, ils vont renvoyer aux travaux de Kimberly Crenshaw et d'autres sociologues en disant, ce que je vous raconte dans ce podcast, peut être considéré comme quelque chose de sérieux ou de valide ou de importante parce que c'est appuyé par des scientifiques.
Et donc, on parle de cette connaissance, de ce savoir qui est un peu collectif et profane, mais qui s'appuie beaucoup sur une manière de produire de la science très traditionnelle et très, voilà, très institutionnelle, très cadrée, très... Pour l'instant, voilà, c'est ça que je peux observer entre ces deux. D'un côté, si on prend l'espace épistémologique d'un point de vue scientifique, ce n'est pas très innovateur, si on peut dire comme ça reste quand même sur des réflexions qui existent déjà depuis un moment. Et après, de l'autre côté, c'est ce savoir alternatif, profane, collectif, qui est produit dans ces espaces-là, fait appel à ce qui est très traditionnel, très institutionnel pour exister, ou en tout cas pour monter en légitimité. Mon podcast existe et ce que je vous raconte a une valeur parce que vous pouvez regarder, il y a des articles scientifiques, il y a des livres qui ont été publiés, il y a tel auteur, telle personne, etc. Tout ça, c'est très imbriqué. Autre question à propos de votre propre position très, très intéressante entre les pays. J'ai j'ai eu le plaisir de voir un peu quelques tendances au Brésil euh, euh, autour de l'intersectionnalité. Et ça m'a surpris de voir combien c'est en phase avec les discours que je connais aux États-Unis, Mhm, avec jusqu'au détail des conjonctures politiques actuelles, voilà, autour de Bolsonaro et mhm, Trump, et voilà, toute une réflexion sur l'esclavage et tout ça. mhm, Puis, bon, pour les pays européens que je connais, euh, ils ont aussi, voilà, une certaine... Bon, on voit une grande ouverture vers une réflexion postcoloniale, une réflexion intersectionnelle dans les universités du monde entier. Et, euh, et la France fait peut-être un peu exception. Et l'hypothèse très spontanée et très peu réfléchie que j'aurais, c'est que la France, à la différence des pays comme le Brésil, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., est un pays beaucoup plus centralisé, aussi beaucoup plus centralisé sur les normes culturelles qui sont présentées comme légitimes, avec des institutions scolaires qui jouent un grand rôle en définissant un savoir scolaire très bien défini, très sophistiqué. Et du coup, il y a peut-être une difficulté plus grande d'admettre un savoir qui met précisément l'accent sur l'hétérogénéité des perspectives, des points de vue, des normes. Et du coup, j'ai toujours eu l'impression qu'en France, cette question de la race, de la peau, des groupes identitaires euh, ont toujours buté sur une résistance viscérale qui n'existait pas voilà, tellement dans beaucoup d'autres pays. Et bon, j'imagine que c'est peut-être l'organisation centralisée avec voilà, une politique culturelle aussi très importante, ou une conscience culturelle aussi importante. Mais bon, ça c'est très rapide. Et je me demande comment vous vivez un peu voilà, ces différences entre les pays. Déjà, dans mon parcours personnel, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé, en fait, déjà, je pense que j'ai choisi ces sujets parce que j'étais brésilien et je ne voyais pas encore les enjeux, en fait, de porter, en tout cas, de s'intéresser les enjeux politiques qui portent un sujet comme l'intersectionnalité. Euh, donc, au départ, j'étais beaucoup plus décomplexé avec les choses dans le sens où parler femmes noires, ça me choquait moins utiliser, en tout cas, parler de femmes noires, ça me choquait moins, ça me dérangeait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus, je pense que je m'affranchis, je sais pas, je pense que le fait de vivre en France, ça rend, et c'est intéressant de voir que même pour moi, ça rend beaucoup plus difficile de parler de ces catégories-là. Je me sens de plus en plus mal à l'aise, en fait, si je peux dire, à utiliser ces termes je me sentais au début, au départ, quand je suis arrivé.
Parce que finalement, au Brésil, déjà, on a les statistiques ethniques avec une centaine de possibilités de s'autodéfinir. Les choses, elles sont beaucoup plus comme aux États-Unis, hein, dans une espèce de multiculturalité, en fait, qu'il est en France, c'est quand même c'est un autre modèle. Et donc, je pense que c'est cette naïveté un peu d'un Brésilien qui arrive avec tout ça qui m'a fait justement choisir ces sujets parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je le choisirais. Aujourd'hui, je me sens mal à l'aise aujourd'hui pour choisir ces sujets. Je pense que le débat et la manière comme j'évolue dans la culture, dans l'espace français, rend les choses plus difficiles pour moi voilà, donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est un parcours personnel qui je peux témoigner justement d'une transformation. Après, pour le concept d'intersectionnalité et la question au Brésil, effectivement, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Et même Angela Davis, quand elle est venue au Brésil récemment, elle a dit, mais pourquoi vous citez Kimberly Crenshaw si vous avez Léla González? C'est que Léla González a fait bien avant, était déjà une base en fait pour porter ces discours-là. Vous n'avez pas besoin de Kimberly Crenshaw, c'est délirant en fait de n'oubliez pas Leila González, c'est-à-dire il y a quand même une influence américaine en fait dans le mouvement afroféministe brésilien ou black féministe brésilien qui est intéressant parce que on aurait nous-mêmes nos propres références à mettre en valeur, mais après, c'est le fait aussi qu'en France, comme vous avez dit, tout est très centralisé et très normé. Et moi, j'ai du mal à penser que l'intersectionnalité pourrait arriver en France par le droit, par exemple. Parce que c'est un domaine qui est très historisé, qui est très traditionnel, qui est très centralisé, et qui donc a une manière très propre de fonctionner, de regarder les objets, etc. Et donc, même si c'était une juriste qui l'a fait, ça n'arriverait pas si facilement par le droit. Comme ça n'était pas simple non plus d'arriver par le mouvement féministe français. L'intersectionnalité, elle arrive par la science humaine sociale, par des voix sur les réseaux sociaux un peu indépendantes dans le sens des individus même qui essayent de porter. Mais parce que justement, on a un cadre qui est beaucoup plus figé en France, qui bouge difficilement. Et donc, c'est le fait que la tradition du concept, ça va rester une exception ici, parce que une manière propre on essaye dans tous les sens, de vider, par exemple, l'aspect race, en fait, de l'intersectionnalité. Ça devient, oui, on accepte, on peut poster des choses qui s'y croisent, etc., mais on va vider, justement, et en tout cas, en essayant de vider les questions du racisme. Et ça, c'est une particularité, je pense, française d'essayer de penser plus par la classe et par le rapport de classe que d'ailleurs pour les questions du genre aussi qui deviennent de plus en plus avec tout défaut, limite, critique qu'on peut avoir, mainstream, qui les questions de racisme. Le racisme, ça reste quand même un débat qui est très difficilement, qui peut très difficilement avoir lieu en France. On est tous un peu mal à l'aise en fait quand on parle de ça et on ne sait pas pourquoi. Mais ouais, et moi je peux témoigner que je ne l'étais pas et je le deviens et je ne sais pas pourquoi. Mais ça crée une espèce de difficulté, ouais, de parler, de verbaliser, de évoquer ces questions. C'est quand même, je n'ai pas une réponse parce que je pense que c'est multifactoriel, mais c'est un phénomène, ça c'est clair. Voilà. Je dirais ça en signe d'intégration forcenée. Mais c'est vrai Voilà. qu'en France, le modèle universel, oui, Johannes, on t'avait disparu, mais Il voilà. a disparu Mais c'est vrai que Le moment le plus intéressant. absolument. Mais tu auras l'enregistrement. Tu vas pouvoir écouter la C'est vrai. fin de Très l'enregistrement. bien, super. Génial. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jaircio. Merci beaucoup à toutes et tous. Et comme le disait Marc, on se retrouve le 2 février. Je vérifie, voilà, c'est ça, hein, 2 février, pardon. Tu veux, Marc, juste dire peut-être quelques mots? Oui, enfin, on écoutera Agnès van de Velde-Rougall. Le titre de sa communication est Approche hybride d'un énoncé contestataire.
et elle travaille autour de l'expression «Nous ne sommes pas dupes», qui est un article qui a déjà quelques années et qui met en rapport l'analyse du discours et la sociologie clinique. Un beau Voilà. programme. Bon, en tout cas, merci. Et puis, à très bientôt à toutes et tous. Et encore merci, Jaircio, hein, pour cette présentation passionnante et la richesse de ton travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous.